All right. Giovanni asked me if I would just say a few words to introduce Luc Delahaye. I will simply say this, that in the course of working on this book, I was reading a lot and looking at a lot, and there was an issue of the Cahiers du Musée de l'Art Moderne from the Centre Pompidou, with an article by a young curator and critic, Quentin Bajac, about photographs of Luc of the kind that he will show us. I didn't know these. It was very intelligent, very good article, and I was very, very intrigued. And so I started to find out how to get in touch with Luc, and I did, but also I was very lucky because Luc had an exhibition shortly afterwards of 17 of his, I mean, I won't say anything about the photographs, he will talk about them, but of 17 of them at La Maison Rouge in Paris. And I came over to Paris, and it was just great. I was able to really, I went there several times. I had a terrific look. I was extremely impressed. I knew that I wanted to write about them in the book, and I then entered into conversation with Luc, and this has been for me a great pleasure. And we have seen each other in France, we have seen each other in America, and when Giovanni invited me to come here, he said that he and Rudiger was there a contemporary French artist who could come as well, and I thought of Luc, and Luc was generous enough to agree to come, so that is how we are here together. And I'll now hand the ordinateur over to Luc Delahaye. Ok, mais je suis venu comme je suis, sans rien préparer. Je fais jamais ce genre d'exercice qui m'est totalement étranger. Donc je vous propose de commencer simplement avec quelques images, et puis je vous laisse libre d'intervenir à n'importe quel moment. Je ne vais pas beaucoup parler, et je vous laisse libre de poser toutes les questions que vous souhaitez, de quelque ordre qu'elles soient. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est très peu de photos. En fait, c'est des photos les plus récentes qui n'ont même pas été produites, qui n'existent même pas encore en tant que tirage final, encadré, qui n'ont jamais été montrées à personne. Je ne fais jamais ça, c'est-à-dire que je ne montre jamais des photos des productions nouvelles avant de les avoir terminées, mais je ne sais pas pourquoi, je le fais aujourd'hui. Sans doute aussi parce que j'ai un mouvement toujours de recul avec les images qui, une fois montrées, appartiennent déjà à mon passé et sont aussi vite, non pas reniées, mais en tout cas considérées comme pas suffisamment intéressantes pour qu'on s'arrête, qu'on s'apesantisse dessus. Voilà. Donc je vais commencer. Il y a très peu d'images vraiment, c'est 4 ou 5 images. Je ne sais pas si ça vous... c'est une expérience suffisamment intéressante pour vous, mais on va voir. Donc je vais commencer par vous décrire rapidement l'image. En fait, celle-ci et celle qui va venir après ont été exposées une fois. Et cette photo qui s'appelle A Mass Grave Near Snagovo, Bosnia, représente une équipe des gens qui ont des formations d'archéologues ou de police scientifique et qui font des recherches sur les fosses communes qui continuent d'apparaître au fil des ans en Bosnie à la suite de la guerre qui s'est terminée il y a 15 ans maintenant. Donc ce sont des sites qui sont découverts au gré des enquêtes, au gré des témoignages, et qui ensuite permettent aux familles d'une part de retrouver le
corps des gens qui sont disparus, après une analyse dans un laboratoire. Et puis, évidemment, de donner des éléments d'enquête au tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui siège toujours à La Haye. Donc, je vais continuer sur les images et puis ensuite j'imagine que vous aurez des questions. C'est une photo que j'ai faite en Biélorussie pendant la campagne pour les élections présidentielles. C'est un meeting du candidat de l'opposition, le seul candidat de l'opposition qui se présentait donc contre le président qui est toujours en place, qui s'appelle Alexandre Loukachenko. C'est une semi-dictature, c'est-à-dire que c'est un régime qui a les apparences de la démocratie, puisque régulièrement des élections sont organisées, mais dans des conditions telles que leur régularité n'est pas reconnue par les instances internationales. Et donc là, on est dans un meeting dans la périphérie de Minsk, la capitale, et on a ce rassemblement qui a été interdit par les autorités, qui devait se faire dans un cinéma ou un théâtre, comme il en existe beaucoup dans la ville, une sorte comme il en existe dans la ville, comme souvent dans les pays de l'ex-Union soviétique. Et l'Assemblée, la quelques dizaines de personnes qui ont eu le courage de venir là, à ce rassemblement et s'exposer, se retrouvent donc à l'extérieur. Donc le candidat Alexander Milinkevitch se trouve derrière moi, il parle dans un petit mégaphone et je photographie de face les participants. Quand tu dis que ces photos ont été exposées, donc ils sont des tirages, papier couleur. Voilà, ces deux images ont été exposées effectivement. Et ils ont quelle taille? La première fait 3 mètres de longueur sur 1,80 m de hauteur. Elle est comme toutes les autres images, contre-collée sur une plaque d'aluminium, encadrée, avec un cadre relativement peu présent de 3 cm ou 4 cm d'épaisseur, vue de face, et puis une feuille de plexi pour protéger le tout. Et la deuxième fait, je crois, 2,50 m ou 2,40 m de largeur sur 1,80 m de hauteur. Voilà, donc ces deux images ont été exposées. Et puis là, on arrive à des travaux plus récents. C'est déformé sur mon écran, mais c'est bien ici. Ça, c'est une photo qui s'appelle Ambush Ramadi. Alors, mes titres sont en anglais, sauf une des photos que vous allez voir. Et on est en Irak, dans une ville qui s'appelle Ramadi, qui est à l'époque on dit en anglais le hotbed. Alors je ne sais pas comment dire le hotbed. C'est vraiment le centre de l'insurrection contre l'occupation américaine en Irak. Et je suis évidemment avec des soldats américains, puisque c'est la seule manière de travailler quand on est en Irak ou en Afghanistan. On vient de tomber dans une embuscade montée par l'insurrection. Une mine qui était plantée dans la route a explosé et on est sous le feu des insurgents. C'est une image que j'ai réalisée l'an dernier, au mois de mai ou juin, à Gaza.
lors d'une de ces manifestations qui avait lieu très régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine, contre le blocus imposé par l'armée israélienne à Gaza. Donc on est au crossing de Carney, on appelle ça le Carney Crossing. C'est le lieu où les camions ou les containers, quand c'est ouvert, passent pour apporter des biens de consommation, du pétrole, à la bande de Gaza. Et donc on est dans une situation très très classique dans les territoires occupés ou à Gaza, de confrontation presque symbolique de jeunes personnes, souvent des enfants de 12 ans, qui lancent des pierres contre un ennemi relativement invisible à une grande distance. Situation de confusion, situation d'excitation extrême qui dure un certain moment, généralement plusieurs heures, et qui finit par atteindre un paroxysme lorsque enfin un des manifestants est tué, après que de nombreux autres aient été blessés. Et à partir de ce moment-là, donc le but étant, pour ainsi dire, atteint, la manifestation se replie et la mort, l'enterrement de celui qui a été tué donnera lieu à une manifestation le jour d'après. Une sorte de cycle ininterrompu. Donc ici on est en France, c'est assez inhabituel pour moi de travailler dans mon pays, mais je l'ai fait à une occasion, il y a un an. Je suis à Calais, dans ce qui est maintenant devenu célèbre, c'est ce qu'on appelle la jungle à Calais, c'est les bois de Calais, c'est le titre de l'image. Et on voit ici 2 immigrants clandestins qui sont des Asiatiques, certainement de nationalité vietnamienne, et qui retournent vers leur cabane, dans cette espèce de zone industrielle, assez mal définie. Voilà. Et ici, à Dubaï, la photo d'un homme qui dort. Donc la photo s'appelle tout simplement Sleeping Man. Je l'ai retitré sur les conseils d'un ami récemment. Donc, Sleeping Man, peut-être Sleeping Man Dubaï, je ne sais pas encore. Et donc on est dans cette zone assez indéfinie entre une power station, c'est-à-dire une usine de production d'énergie, d'électricité, et l'espèce de complexe dans lequel vivent ces milliers d'ouvriers indiens qui viennent du Kerala. Et c'est un vendredi, c'est-à-dire le jour où on ne travaille pas à Dubaï, et on se repose. Donc cet homme se repose. Donc je pense que c'est plus facile pour moi de partir sur vos questions. Donc j'attends la première. 2 questions. Oui. La première, c'est si vous pouviez publier des grands reportages dans des journaux comme ça faisait avant dans le Times, par image, etc. Est-ce que vous ressentiriez pas le besoin d'aller de mettre des images en grand? Est-ce qu'il y aurait une réaction à ça? Est-ce que ça vous plairait? Et 2, au niveau des explications que vous me donnez, est-ce que vous avez des légendes expliquées avec ce niveau de détail qui est assez intéressant, qui me fait penser un peu par exemple, très agréable de fêter un National Geographic, peut-être le plus ancien, où il y a toujours des légendes assez
assez épaisse et qui documente l'image de manière plus intéressante que juste un petit titre. Est-ce que vous gérez, disons, la légende avec... Dans le cadre d'une exposition? Oui, ça réfléchit. Oui, oui, je pense que c'est important, mais ces informations ne figurent pas forcément avec la photo sur le petit carton sur lequel on peut voir le titre, mais moi je préfère personnellement qu'elle soit dans un livre, enfin un livre, une feuille à part, pour ne pas encombrer visuellement l'image. Mais effectivement, je pense qu'il est vraiment très important, étant donné la nature de mon travail, de donner un minimum d'informations. Alors, il s'agit de rester assez factuel et de ne pas tomber dans le commentaire, mais j'ai pas de problème avec ça parce que c'est pas vraiment ma nature. Donc voilà, c'est la légende journalistique, hein, la légende très très factuelle. Je pense que c'est important et j'ai eu pendant longtemps des problèmes avec les titres de mes images parce que je cherchais. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce même problème. Je cherchais un équilibre entre un ensemble de mots qui donnerait suffisamment d'informations pour éviter que le spectateur évite tout simplement de se poser des questions inutiles, évite de perdre du temps en face de l'image pour qu'il puisse y accéder peut-être plus rapidement. Et évidemment, les mots, quand on présente comme ça un objet visuel, les mots sont toujours une sorte de parasite, une sorte de poids qu'on peut trouver gênant. Donc le jeu consiste en fait à trouver un équilibre entre suffisamment d'informations, mais pas trop. Et puis, disons, quelque chose qui reste ouvert à l'interprétation. Je ne peux pas être plus factuel, je crois, et plus sec que Sleeping Man, Dubaï, ou Ambush, Ramadi. Et pourtant, et je trouve qu'en anglais, ça sonne beaucoup mieux qu'en français, parce qu'on peut faire l'économie des articles, sans doute. Et aussi parce que comme c'est une langue qui m'est étrangère, elle a une étrangeté, hein, de nature. Et ça, j'ai bien conscience que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui m'est propre à moi en tant que Français. Mais je recherche cette étrangeté, ce côté, je ne sais pas comment dire, mais comment le qualifier, mais ce côté mat des mots. Cette opacité des mots, c'est quelque chose qui est assez important, mais vraiment dans une certaine limite. C'est-à-dire que si ça devient trop opaque, là ça finit par gêner véritablement la vision de l'image, je crois. Alors pour ce qui est de la première question, la réponse est non. C'est que le format photojournalistique dans la presse est de toute façon contraignant, même si même s'il arrive que les photos soient bien présentées dans des journaux avec beaucoup d'espace, etc. C'est de toute façon trop contraignant. Et si vous voulez, quand j'ai commencé ce travail, il y a quelques années, c'était après une longue expérience de photojournaliste, une longue expérience avec la presse. Et il ne s'agissait pas simplement de présenter des images de la meilleure manière possible, ou au plus grand nombre possible. Il s'agissait avant tout de restituer à l'image sa matérialité. Ce qui m'a semblé vraiment important et urgent pour moi à un moment, ça a été de créer des objets, de faire des objets.
J'ai pas compris, j'ai pas entendu. S'il y a eu un changement qui s'imposait du statut des images à faire, qui freine, qui ne soit plus de l'ordre du journalisme et d'une urgence à témoigner. Comment ça se fait que pour vous, il y ait toujours un épuisement rapide de l'image? De l'image dans la presse? Non, mais enfin, vous avez introduit en disant que Ah oui, 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 mais ça c'est une raison qui est toute personnelle, qui n'appartient qu'à moi. C'est les photographes pour moi, non pas qu'elles cessent d'exister, mais elles cessent de m'intéresser. Mais je sais qu'elles continuent à exister, elles sont là dans leur matérialité, et comme des traces particulièrement indélébiles, si vous voulez. Donc, mais on est très très loin du flux permanent, incessant, qui est celui de la photographie dans la presse. On est très très loin. Donc c'est juste au niveau de l'expérience à refaire. C'est pas en tant que... Alors ça, c'est... c'est... ça aussi pour le spectateur, ce serait pas valable pour le spectateur potentiel. Oui, j'espère qu'elles restent possiblement intéressantes pour quelques spectateurs, quelques regardeurs. Oui, ça, je l'espère. Enfin, c'est-à-dire que si c'est le cas, j'en suis heureux. Mais simplement, pour moi, elles cessent d'exister parce que il faut comprendre, cette question ouvre d'autres questions, mais pour moi, une image réalisée est toujours le résultat, la matérialisation d'une expérience, d'un moment que j'ai vécu à un endroit particulier, etc. Et c'est toujours la manifestation jamais suffisamment réussie de cette expérience. Et c'est parce qu'elle n'est jamais suffisamment réussie que j'ai tendance à vouloir la laisser derrière moi et à l'oublier. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça ait une importance particulière quand on regarde mon travail et qu'on le juge. C'est vraiment une chose. Il n'y a pas d'expérience réussie, ça c'est toute l'histoire de la photographie. Il n'y a pas de rencontre réussie avec le réel. C'est une suite de rencontres ratées. Et c'est ce qui fait que le travail ne peut jamais s'arrêter. Excusez-moi, alors une question technique, donc une question théorique. Est-ce que dans ces photos il y a un travail de retouche, vous avez vu? Oui, dans certaines images, oui. Ouais, dans certaines images. Je crois que j'ai une production très très lente, mais vraiment désespérément lente. Et je dois avoir 26 ou 28 photos jusqu'à maintenant. J'ai commencé il y a 9 ans, il y a 8 ans. Enfin, j'ai commencé ce travail-là. J'ai cessé mon travail avec la presse à cette époque-là. Et sur ces 26 ou 28 photos, il y en a 4 ou 5 qui ont été retravaillées sur l'ordinateur. 4 ou 5 ou 6, je ne me souviens plus vraiment. Celle-ci a été retravaillée, mais pour une raison totalement triviale. Elle n'était pas censée faire l'objet d'une manipulation. Mais j'ai fait un premier voyage à Dubaï avec un appareil, avec un dos numérique. Et c'est la première fois que j'utilisais ça et j'étais assez curieux du résultat. Donc, quand j'ai photographié cet homme avec ce dos numérique, et l'homme était très bien, mais le fond était flou, ne me convenait pas du tout. Donc j'ai dû repartir à Dubaï avec ma chambre 4-5 inches habituelle pour pouvoir reconstituer l'ensemble ensuite. Il y a un autre exemple ici. Considérer l'ensemble, c'est-à-dire que l'arrière-plan est Voilà. une autre image en fait. Exactement, mais faite au même endroit et à la même heure de la journée, pour avoir une logique, pour conserver la logique de l'endroit. Donc dans votre esprit, la pratique de la retouche, même aussi succincte ou triviale soit-elle, a quelque chose à voir avec le passage au grand format ou pas du tout? Parce que
peut Non, imaginer que oui. le seul grand format, c'est-à-dire le fait d'envisager l'image comme un paysage, pas le décor comme un paysage, mais la matérialité de l'image elle-même comme un paysage, et le rapport qu'on entretient avec elle, puisse impliquer un type de regard, de vue d'ensemble et de vue détaillée, un aller-retour entre l'ensemble et le détail, qui amène à une pratique ou à une pensée de la retouche, mais apparemment c'est pas ça. Non, c'est pas ça, parce que en fait, vous savez, le recours au grand format, c'est très simple, c'est avoir plus de détails pour pouvoir se faire des formats plus grands. C'est uniquement ça. Mais on ne manie pas une chambre 4-5 inches comme on manie un 24-36, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand on photographie des gens, surtout quand on les photographie à une distance assez rapprochée. Là, la difficulté devient quasiment insurmontable. C'est ce vers quoi je vais. Parce que je crois qu'il est très important pour moi, dans ma pratique de photographe, d'arriver à ce niveau de maîtrise. Et j'en suis encore très très loin. Ce niveau de maîtrise qui correspond à une sorte d'ascèse, à une fixité. C'est vraiment quelque chose de très très important qu'on pourra développer par la suite. Mais je suis encore loin de la maîtrise. Et donc il m'arrive souvent pas toujours, de rater les images que j'ai envie de faire. Le recours à la technologie digitale, c'est, pour utiliser une analogie, c'est un peu la drogue que prend le musicien pour atteindre une note qu'il ne pense pas pouvoir atteindre par un moyen naturel. C'est un peu ça. Et j'ai mauvaise conscience, en fait, d'utiliser l'ordinateur. J'ai mauvaise conscience parce que je pense que je trahis le contrat que je me suis imposé à l'origine, dès que je suis rentré dans la photographie, avant même d'avoir conscience de ça. Et donc je m'éloigne. Je m'éloigne maintenant de la manipulation digitale. Ça a été une époque de quelques années. Ça a été 2004, 2007, 2008, 2007. Parce que par ailleurs, on pourrait dire que vous n'avez pas besoin d'avoir mauvaise conscience si on pense à justement cette catégorie construite par Jeff Wall qui est presque documentaire. On pourrait envisager la retouche informatique de la même façon qu'on envisage le fait de disposer des objets ou de les mettre en scène entre guillemets. Oui. Et on pourrait très bien aller dans le sens de Jeff Wall en disant que le presque documentaire, c'est-à-dire que malgré tout sur ces photos, les gens portent les vêtements qu'ils portent d'habitude et font les actions qu'ils font d'habitude, même si là ils les font pour la photo et qu'il y a quelques petits détails qui ont été arrangés. Ça consiste à dire que même dans la street photographie, dans une photo de Robert Frank ou dans une photographie de Cartier-Bresson, il y a quand même de la construction. Et donc c'est une posture plus philosophique de dire que de toute façon il n'y a pas de contexte naturalisé, il y a toujours de la construction et que donc on peut le prendre à son compte pour dire que le documentaire, c'est pas nécessairement le contact brut avec le réel non retouché. Bien entendu. Non, quand je parle de mauvaise conscience, c'est absolument pas une mauvaise conscience quant à la prétendue vérité du document qui n'aurait pas été retouché, parce que je ne crois pas à l'objectivité de la photographie directe. Je pense qu'il n'y a pas moins de fiction dans une photographie directe que dans une photographie mise en scène comme celle de Jeff Wall quelquefois. Non, je pense que la question est vraiment ailleurs. Puisque vous mentionnez Jeff Wall et puisqu'on me fait l'honneur assez régulièrement pas de comparer, mais disons, ou d'opposer, mais il semble en tout cas, Michael est le premier, je pense, à le dire de temps en temps, qu'il y a des analogies intéressantes ou des choses qui se répondent entre Jeff Wall, qui est pour moi un véritable maître, pas un modèle, mais quelqu'un que je respecte énormément, et mon travail. Je pense que Jeff Wall s'intéresse à l'image, à l'image qui va être vue. Il est dans un processus de fabrication d'une image, et la seule chose qui l'intéresse, quels que soient les moyens utilisés, c'est ce qui va être cette image qui va être ensuite exposée. Voilà.
Et moi, je pense que je suis un peu à l'opposé de ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans les limites extrêmement contraignantes qui sont celles de la photographie. C'est-à-dire d'être purement photographe. Et d'ailleurs, mon itinéraire est un peu là pour illustrer ce que je viens de dire, parce que je considère toutes mes années de reporter comme des années d'apprentissage et de préparation à ce que j'allais ensuite faire. Mais la mise en forme, la matérialisation n'est venue que plus tard, comme pas une formalité, mais une conclusion évidente à cet itinéraire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, et c'est d'être dans les limites de la photographie, dans ce qui est vraiment spécifique à la photographie. À partir du moment où une photographie, où on aurait pu atteindre le même type d'effet par la peinture ou par le cinéma ou par autre chose, la photographie en question m'intéresse beaucoup moins. Sur le numérique, si on vous offrait quelque chose comme un Leica M, encore un peu plus petit, un compact actuel avec, disons, très bonne sensibilité et dans les 150 millions de pixels, est-ce que ça vous intéresserait? Vous pouvez prendre une photo murale avec quelque chose, avec une technologie qui est celle de la photo ultra légère. C'est un peu le fantasme très très classique du photographe invisible. C'est pour ça qu'a été inventé le Leica et qu'on a décidé un jour, il y a longtemps, de prendre un véhicule de cinéma pour faire de la photographie. C'est pour rendre le photographe plus furtif et invisible. C'est le rêve de Cartier-Bresson et de génération de photographes. Et pour moi, c'est pas du tout un rêve. C'est évidemment ce sentiment d'invisibilité, quelquefois, même je peux l'avoir avec mes gros appareils, mais ça reste au niveau d'un amusement, mais pour moi, c'est absolument pas un moyen. Je pense que l'altérité que représente l'appareil photo est assez importante. Disons que le Leica est un appareil assez magique, évidemment, mais il annonce tous les développements technologiques qui ont suivi ensuite, c'est-à-dire vers plus de rapidité, vers plus d'ergonomie, c'est-à-dire on va vers un appareil qui finit par être une simple extension du corps lui-même, et on fait des photos presque sans rendre compte. On fait des photos en rafale comme ça et on sélectionne ensuite. Et je crois que pour avoir l'impression au moins d'être photographe, en tout cas j'ai besoin d'établir une relation de distinction entre mon appareil et moi. J'aime bien dire que je me considère un peu comme le serviteur de mon appareil. C'est-à-dire que je le porte, je suis son trépied, parce que je n'utilise pas de trépied pour avoir la mobilité. Et je suis son trépied, je le porte, je suis son serviteur. Et je l'emmène là où il doit se trouver, là où il doit être. L'expérience, elle se situe à quel niveau? L'expérience, c'est pas une expérience avec l'appareil, bien sûr, ça n'aurait aucun sens. C'est l'expérience d'être là, l'expérience d'être là. Et les grands formats, le choix du petit format est aussi lié à... Non, là, c'est là, quand quand j'ai décidé de donner à mes images une certaine taille, je crois que j'ai décidé
d'essayer de tenter de rendre visible cette expérience, même si c'est évidemment jamais tout à fait possible. Mais en tout cas, d'aller dans cette direction-là, d'essayer de restituer ça, essayer de restituer l'expérience. La question du dispositif optique, tu viens de dire que semble important, que c'est une espèce de ralentissement de l'appareil, de complexification de l'image, complètement à la Leica. Là, tu as un dispositif qui quand même corrige énormément la spatialité d'un objectif classique, justement d'appareil portable. Oui, mais là... Et là, il me semble dans les images constamment revenir cette question de rabaisser l'espace, de l'aplatir sur une grande surface. Tu choisis des surfaces assez longues, souvent des tailles longues, comme si cet aplatissement de l'espace était central. Est-ce que ça fait partie de... Quand tu prends l'image, est-ce que ça fait partie de la... Là, tu fais allusion au format panoramique, mais c'est un format que je n'utilise plus depuis quelques années. Non, mais même il faut... dans cette image-ci, non, tu as quand même une correction de... Oui, alors cette image, Sinon, j'ai pensé aux images longues, effectivement, mais là aussi, tu utilises quand même une correction, non? Oui, absolument. Cette image, en fait... C'est une façon de capter l'image par ce type d'appareil. Oui, cette image a été faite avec une chambre 4-5 inches, mais en plusieurs parties. J'ai fait un panoramique en plusieurs photos que j'ai reconstitué ensuite. Mais pour répondre à la question, je pense que je crois que je cherche vraiment à échapper mais vraiment, je ne sais pas comment dire ça, au type de perspectives qui nous sont imposées culturellement par la photographie depuis des décennies, au type de perspectives déformées, mais qui nous semblent naturelles maintenant. Dès qu'on voit ce type de perspective, on se dit ça, c'est une photographie. Donc en fait, c'est juste... je crois que c'est Daniel Arras qui disait ça, c'est la perspective en photographie, c'est une façon de singer les règles de la perspective. C'est juste... ce que je veux dire, c'est que ça nous semble... c'est culturellement admis, parce qu'on est habitué par les images autour de nous en permanence à ce type de choses, on est exposé à ça. Mais c'est en fait loin de la réalité, loin de la perception naturelle. Alors moi je cherche au contraire à échapper à ce type de formatage. Et le mouvement vers un négatif de plus grand format, c'est aussi un mouvement vers un type de perspectives qui sont plus proches de la vision humaine. C'est-à-dire tout en gardant un champ suffisamment large, de conserver la proximité au premier plan, qui est très très importante pour moi. Parce que ça me fait penser un peu, on parlait de peinture du 19e, une certaine peinture vériste, on disait dans la littérature réaliste du début du 19e, et qui s'impose une espèce aussi de démonstration, tu vois, du monde, démontrer. J'ai dit exprès démonstration, non pas monstration, dans le sens où les objets sont presque démontrés en te laissant à toi le soin de les placer quelque part comme valeur. Ils sont démontrés l'une après l'autre, toutes, l'une en face de l'autre, et cette espèce de création d'une autre type de perspective, là je comprends beaucoup mieux quand tu parles de près et de loin en même temps. Ces deux tensions, et là la photo sont toujours utilisées dans une tension opposée, opposée le moins de près. Alors que toi tu essaies effectivement de mettre en même temps. Mais ça m'amène donc à penser à cette peinture et à la destination qui a été celle d'un type de peinture de ce format-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les expose dans des salons, on les expose dans des musées royaux, on les expose dans des... C'est-à-dire que la destination de l'image
viennent donner au regard politique qu'on est censé porter, disons, une lecture qui peut être parfois un peu dangereuse, dans le sens où on pourrait, tu vois, se déresponsabiliser, moi, spectateur. Je rentre dans un musée, je vois l'image de l'homme de Dubaï, je connais plus ou moins effectivement que ces hommes perdent leur passeport quand ils vont travailler, qui sont des conditions de... Ton image m'induit à retrouver toutes ces informations. Je l'ai fait, cet acte, et je pourrais me décharger de ma responsabilité politique en disant heureusement que chez nous il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Et ton expérience devient quelque part la possibilité pour moi de dire bon, je ne suis pas responsable. Est-ce que cette question, ces changements de rôle que tu as quelque part vécu en tant que quelqu'un qui vient du reportage, qui donc est là pour amener l'information, maintenant tu l'amènes d'une façon complètement différente par la présence de l'agrandissement, du format tableau. Et donc je rentre dans une sensation de contemplation quelque part dans l'image. Et donc cette immédiateté responsabilisante, quelque part, je pourrais aussi là, y échapper. Est-ce que ça te semble... Y échapper à cause des possibles qualités esthétiques du tableau? Oui, je pense... Non, mais je ne suis pas convaincu de ce que je dis. Hein. Je dis, est-ce que ces dangers-là te semblent... Je ne dis pas que je les vois. Je suis en train de dire que je pourrais voir ce type de réaction dans les milieux de l'art, parce que je le connais par ailleurs. Ah oui, parce que c'est une critique... ont été une production extraordinaire de faux discours politiques. Et que le milieu de l'art a développé une espèce de faux regard politique. Est-ce que tu penses que les images courent ces risques? Non seulement elles courent, mais elles sont attaquées. Je suis attaqué en permanence, enfin régulièrement. Sur cette question, oui, sur la question sur les questions de principalement sur la question de l'exploitation, sur les questions de l'argent, voilà, sur ce type de choses. Sur la question de la responsabilité. Oui, bien sûr. Et sur la question de la responsabilité politique également. Moi, je pense qu'une image, si elle réussit, peut facilement contenir beaucoup de choses. Et l'information qui permettra aux regardeurs d'apprendre quelque chose, ou de prendre conscience de quelque chose, ou d'avoir envie même de faire quelque chose, pourquoi pas. Et puis autre chose qui relève non pas du plaisir, mais qui est en tout cas éloigné de la prise de conscience politique. Donc je pense qu'une image, si elle est réussie, peut contenir ce genre de choses, à la fois, en même temps. C'est pas contradictoire, ce ne sont pas nécessairement des forces qui luttent l'une contre l'autre. Au contraire, je pense qu'elles peuvent se renforcer l'une l'autre. Non pas qu'il faille faire une image belle pour qu'elle soit efficace, parce que la beauté, je ne sais pas trop, mais... Oui, j'y pense parce qu'à midi, avec un, nous avons discuté, on discutait d'un autre sujet en fait, l'intérêt que j'ai de certaines images du 19e. Je portais de plus en plus, comme un travail, une espèce d'exercice. Et je lui ai expliqué que la chose qui m'intéresse dans ces images, c'est notamment une idée que j'ai vue chez Schiele, l'idée que tu peux prendre conscience de ton monde politique, dans ton attitude éthique, selon Schiele, uniquement si tu fais l'expérience de l'esthétique, c'est-à-dire de cette chose qui t'amène complètement dans le monde, là où tu n'as plus les moyens pour t'expliquer ce que tu vois. Et que donc, par le fait que tu n'as plus les moyens, tu dois reconstruire tes outils pour voir. Et à ces moments-là, tu peux avoir une pensée politique. Et du coup, évidemment, ça m'amène, moi personnellement, à regarder le 19e tout à fait autrement, et notamment les réalismes, le vérisme, la peinture politique. Et dans les cas, quand tu me parles du près et du loin, tu vois, de ce qui est premier plan de ce qu'est une état, ça m'amène à penser
combien tu dois en avoir et combien tu ne donnes pas à avoir. Mhm. C'est-à-dire, comment se situe ce travail? Parce qu'il est très dangereux dans les milieux artistiques. Parce que dans les années 90, justement, la photographie ou la vidéo qu'on a ont été des exécutoires de cette expérience esthétique ou politique. Une espèce de façon de se décharger en indiquant tellement proche l'objet principal du discours politique. Ça, c'est mauvais. Ça, tu fais mourir enfin quelqu'un. Voilà, ça, c'est la chose à ne pas faire. Je pense notamment aux photos de cadavres de Serrano des débuts des années 90. Et quelque part, cette question du très proche, tu vois, ou du très loin, est-ce que c'est une question qui a à voir avec cette responsabilisation? De combien tu dois avoir, combien tu ne dois pas avoir? Est-ce que l'homme de Dubaï il dort? Est-ce que c'est le titre qui me le dit? Est-ce que c'est moi qui projette le fait qu'il pourrait être mort? Tu vois, c'est près et c'est loin, me semble une question tout à fait aussi d'ordre politique. Bien sûr. Pour les spectateurs. Mais en photographie, tout est politique. Tout, absolument tout. La photographie, c'est le rapport au réel. Tout est politique, tout a une signification politique. Mais je crois que mes photos, encore une fois, sont le résultat d'une expérience. Je tiens vraiment à ça. Je pense que c'est important, avec toutes les limites que ça suppose, mais avec toutes les possibilités aussi qui sont avec. Moi, j'étais intéressé dans les 4 photos sur la terre, par la terre, par le traitement du sol, qui à chaque fois, d'une manière différente, est marqué. Et ici, il est plus que marqué parce qu'il y a une excavation qui est en cours, il y a des ossements qui sortent. Et dans la photo de l'homme qui dort, il y a des traces qui accentuent encore plus ce sommeil et qui sont à mettre en relation, d'après ce que j'ai vu, avec l'énergie qui est portée par les pylons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là une construction assez extraordinaire de cette énergie artificielle surpuissante d'un corps inerte qui est, effectivement, on ne sait pas très bien s'il est mort ou s'il dort. Mais encore une fois, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si ce sol, il rentre en rapport avec ce que tu as appelé la matérialité de la photographie elle-même. C'est un peu difficile d'en faire l'expérience ici sur projection parce que c'est pas du tout la même relation. Mais quand il y a un trou comme ici, quand il y a des traces, ou dans les cas de Gaza, une petite montée, est-ce que pour toi c'est un élément important, récurrent dans la construction, ce qui est savoir avec le fait d'être sur la terre ou sous la terre, donc un élément finalement assez primordial de l'habiter, enfin, de l'être sur terre. Oui, d'abord, pour ce qui est de l'aspect physique de mes images, ça c'est très très important pour moi d'avoir une restitution, non pas précise, mais disons riche des éléments, et notamment de la terre. Et alors la terre, c'est quelque chose d'important, c'est peut-être le point commun entre le soldat et le paysan, leur connaissance très très intime de la terre, du paysage, cette connaissance qui est nécessitée par leur activité comme ça. Et la terre, c'est la géographie c'est l'histoire c'est l'histoire, voilà. C'est ça, hein. Je veux dire, c'est quand je photographie la guerre aussi souvent que ça m'est possible, c'est souvent pas possible malheureusement, mais je le fais aussi souvent que possible. Et pour moi, à chaque fois, il est impératif d'avoir la notion dans une mesure de paysage dans mes images. Alors il y a cette espèce de chimère qu'on ne peut jamais attraper, qui serait de faire à la fois
un portrait réussi dans un paysage réussi, mais là on parle d'autre chose. Là on parle d'autre chose. La terre, le sol, oui, et souvent des espaces assez ingrats. C'est pas le cas ici, parce qu'ici on est en Bosnie centrale, dans une nature qui a vraiment un certain charme et qui n'est pas saccagé. Mais je fais souvent mes images dans des lieux qui sont entre la ville et la campagne, dans des lieux un peu industriels, semi-industriels, ou délaissés, ou des zones comme ça, au statut mal défini. Et c'est un point commun vraiment dans mes images, comme ça. Je crois que je suis un peu un spécialiste de ce type d'endroit. Des lieux qui sont atteints par un certain type de modernité, mais pas le meilleur aspect de la modernité, ou par une modernité déjà détraquée, déjà vieillie comme ça. Et si c'est pas de la terre à proprement parler, ce sera le bitume de la route, ce sera en tout cas quelque chose sur lequel on et moi, le photographe, repose ses pieds. Le fait d'être... pour moi, il y a vraiment je fais partie d'un ensemble quand je suis quelque part avec mon appareil, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de circularité entre le sujet, l'appareil, moi qui le tiens, et le sol sous mes pieds. Comme ça. J'ai une question plus terre à terre, mais qui vous a amené à cet endroit par exemple? C'est une rencontre? Non, un jour j'ai vu une photo dans le journal. On a trouvé 2 nouvelles fosses communes en Bosnie. Et en soi, c'était pas un événement puisque ça survient très très régulièrement. Et donc je suis parti tout de suite. Je n'avais pas été en Bosnie depuis la fin de la guerre et ça me faisait aussi plaisir de retrouver le pays. Quel protocole vous utilisez pour construire Pour construire des des images images à la prise de vue, mais il n'y a pas de construction décidée ou même totalement consciente. Enfin, il y en a une partie est consciente bien entendu, mais moi je suis très simple dans la photographie. Je suis généralement frontal, pas tout à fait, c'est pas systématique, donc ça peut être aussi pas frontal. J'ai généralement besoin de me retrouver dans des situations où il y a un niveau de tension particulier pour pouvoir commencer à opérer, ou des situations où il y a un niveau de chaos particulier pour pouvoir commencer à opérer, à être, disons, effectif. Mais j'ai pas de... moi, je me dis jamais je vais aller à tel endroit et faire une photo comme ça, qui sera comme ça, comme ça. Non, ça m'arrive jamais. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que je crois que j'ai besoin d'être dans un état de légèreté, de superficialité, le moins conscient possible et le plus léger possible. J'ai une manière très très superficielle d'aborder les événements que je photographie. Mes voyages sont jamais très longs, c'est souvent des allers-retours, je reste jamais longtemps, je cherche jamais à approfondir une situation. Je pense pas que le temps aide à atteindre plus de vérité. Par exemple, est-ce que vous rencontrez des artistes photographes? Est-ce que vous aviez la curiosité de rencontrer des artistes là-bas pour savoir quelle image ils produisent en fait? Là-bas, c'est quoi là-bas? Lorsque vous voyagez pour prendre des photos de pays qui sont en guerre, donc c'est souvent des situations. Non, j'ai jamais vraiment l'occasion d'être dans une situation d'échange, de contact et d'échange. Je ne crois pas fondamentalement en tout cas à ma capacité à moi à être dans une situation d'échange.
Je ne crois pas que ce soit le type de situation que je recherche. Ouais. Donc tout est très mutique. J'ai fait un livre il y a une dizaine d'années à partir d'un voyage que j'ai fait en Russie. J'avais un interprète, mais qui était tout le contraire en fait d'un interprète pour moi. C'était mon écran. C'est-à-dire qu'en fait c'était la personne que j'avais désignée pour converser avec les gens chez qui on allait. Parce que évidemment on ne peut pas aller chez les gens, s'asseoir dans un coin de cuisine et faire des photos sans rien dire, c'est pas possible. Donc il fallait que quelqu'un parle. Moi je parle pas. Moi, je trouve ça pas pareil parce que ce sont des gens qui font le même travail que vous, en fait, qui prennent des photos. Et comme ce sont des photos témoignages, qu'est-ce que ça veut dire de voyager, prendre l'avion pour témoigner? Enfin, je trouve que le rapport n'est pas le même. On n'a pas tellement de visibilité de ce qui se fait. Je comprends pas la question. Essayez d'approfondir. Je cherche pas à témoigner. Ce que je cherche, et je suis content si éventuellement mes images sont, outre le témoignage de mon expérience, sont le témoignage de quelque chose. Et c'est évidemment un but ultime, mais je sais que je ne peux pas atteindre ce but si je le recherche. Voilà. Je pense que c'est la manière la plus claire que je peux avoir pour définir la trajectoire. Et tout est ainsi. C'est-à-dire que c'est pas seulement avec la question du témoignage, mais c'est-à-dire que je sais que je ne peux pas atteindre le but formel également que je recherche si je suis en état de chercher à l'atteindre. J'ai cru qu'il y avait ça, le désir d'y aller. Parce qu'après, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi se rendre en fait. Par exemple, voir qu'il y a un charnier, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos, le désir de prendre la photo, avant même de travailler, il me semblait qu'il y avait forcément une envie de témoigner. Non, je sais pas comment le dire mieux que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire il y a clairement un but qui est là, mais il faut surtout pas chercher à l'atteindre si on veut l'atteindre réellement. Voilà. D'où la recherche de lieux de situation extrême. Alors ça c'est autre chose en fait. Et là ça devient un peu compliqué. Ce monde qui est en fait je ne sais pas s'il est une aspiration vers une présence au monde ou une aspiration à une simple et pure disparition. Voilà. Mais il se trouve que ce type d'état est pour moi plus facile à atteindre dans des situations où le réel est atteint par le désordre, par le chaos. Voilà. Donc et ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très très jeune, quand j'ai commencé, quand j'ai découvert la guerre la première fois quasiment. Et donc ça c'est une des raisons de départ. C'est pour ça que jeune j'ai décidé de devenir photographe de guerre. La première fois c'est parce que c'est à cause du prestige, de ce côté totalement aristocratique du photographe de guerre j'avais 20 ans, c'était juste un rêve de gamin, quoi, mais c'était pas très intéressant. On découvre la guerre, c'est la première fois, et là on découvre autre chose. Et ce que j'ai découvert, c'est ça. Et c'est aussi cette capacité que j'avais dans des situations anormales à prendre en densité à être dans un état de présence différent et beaucoup plus intéressant.
Donc voilà, c'est ce que j'ai recherché plus ou moins consciemment au cours des années. Et puis après, il y a toutes les questions du rapport à l'histoire. Et voilà. Qui ça vous a jamais fait l'effet de cette fameuse drogue Non, non, ça n'a rien à voir avec l'adrénaline. Mais absolument rien à voir avec... non, non, c'est pas du tout... Il n'y a pas de dépendance malsaine, en tout cas. Est-ce que les photos, est-ce que le fait de faire des photos avec un appareil qui est lourd, qu'il faut transporter, et le fait que ces photographies soient au final tirées en grand format, tout ça représente une charge physique, mais au sens propre, c'est-à-dire un moment de porter les instruments, et comme les photographies doivent être portées, stockées, finalement leur matérialité leur donne aussi la présence au monde, est-ce qu'elle passe aussi par tous ces biais-là? C'est-à-dire un moment de moins baisser oui, dans la dimension physique. En fait. C'est-à-dire que avant de faire ce travail-là, j'avais vraiment l'impression puisque je ne m'intéressais pas du tout à la presse, je travaillais pour la presse, mais je la méprisais totalement. Il faut savoir que dans l'économie du photojournalisme, quand on est photographe, on ne travaille jamais pour ce qui est le plus noble dans la presse, c'est-à-dire le journal quotidien. Ce qui informe réellement les gens et vraiment ce qui a pour moi une certaine noblesse. On travaille forcément pour le magazine. Et le magazine, c'est le lieu même de la corruption, de la vulgarité. On ne peut que détester ça. Et pourtant, le photographe est obligé de travailler pour le magazine. Donc, moi, la publication ne m'intéressait absolument pas. Ce qui m'intéressait, c'était ce dont on parlait tout à l'heure, l'expérience. Et j'ai l'habitude de parler d'une sorte de performance, non pas sportive, mais plutôt artistique, c'est-à-dire d'atteindre une perfection dans l'accomplissement des gestes, dans une série de gestes, de positionnements, de décisions. Et c'est vraiment ça que je recherchais. C'est la plénitude qu'on peut atteindre quand on a atteint une sorte de perfection. Est-ce que dans les images que tu fais, tu n'as jamais pris des images d'avant? Non. Ou est-ce que tu penses que quand tu travailles sur des images, il y a des images d'avant qui sont derrière, qui sont au travail? Quand tu pars aujourd'hui pour photographier, est-ce qu'il y a des images d'avant, de l'époque où tu travaillais pour la presse, qui me poursuivent? Sont à accomplir quelque part, ils sont terminés, ou qui seraient à refaire? Non, pas du tout de regret ou même de mémoire. J'ai pas de mémoire, donc le problème est résolu. J'ai eu un problème avec un événement particulier qui est le génocide au Rwanda que j'ai pourtant suivi du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant 3 mois et demi, jusqu'à vraiment la fin, oui.